ferai que de pas finir ma banane. Ah, merci Philippe. Vous savez que c'est mon père Philippe. Hein. Ah, ça va. Ah oui, on n'entend pas trop mal. Ouais, ça va, t'as bien ta voix dans tout le hall des nefs. Donc encore une fois, nous sommes en direct du village 44 qui a été organisé au sein de l'Expo Wave, organisé par la BNP Paribas sur le thème de l'ingéniosité collective. Je suis assez heureuse ici, je vous invite tous à nous retrouver. Je suis bien entourée de pneus et de 3 jeunes hommes qui brillent de mille feux. Je suis éblouie par notre chef Disco Soup qui a un magnifique casque de chantier à miroir. C'est toi qui l'as fait ? Non. Est-ce que tu peux prendre un micro s'il te plaît ? Parce que sinon on ne t'entendra pas. Non. Comment t'appelles-tu ? Cédric. Donc nous sommes avec Cédric, Guillaume et Maxime. Alors, qu'est-ce que vous faites partie de Maxime et Guillaume, vous faites partie de l'atelier bricoling, c'est ça ? Ouais, exact. On a été invité par Stéphane Juguet à finaliser un projet sur lequel on travaille depuis quelques temps, qui est une louve mécanique qui est un support d'imaginaire et d'inventivité, de rêverie. Et ah bah tiens, voilà, il y a de l'animation. Ouais. C'est peut-être la souris qui nous parle, je sais pas. Et on est invité à le finaliser ici dans ce cadre assez particulier et entouré d'émulations de bricoleurs. Je pense que ça peut que nous motiver à poursuivre ce genre d'invention. Alors c'est quoi cette louve ? Elle vient de Romulus Nimbus, c'est ça ? Ouais, elle est partie sur l'image extrêmement connue de la louve de Romulus et Rémus, les 2 fondateurs de Rome. Et c'est l'histoire de 2 enfants qui ont été recueillis par une louve qui les a allaités, qui les a nourris, qui les a protégés pendant leur prime enfance. Et elle les a nourris notamment, et donc on a l'image de la sculpture étrusque, je crois qu'elle est, où on voit les 2 enfants qui sont allaités par les mamelles, et nous on a repris cet imaginaire en essayant de reprendre cette métaphore dans le monde contemporain, c'est-à-dire qu'il manque de ressources naturelles, dans lesquelles on vit dans un monde de plus en plus oppressant et de plus en plus ensauvagé, j'ai envie de dire, malgré notre haut degré de technicité. Et en partant de cette image-là, on s'est dit tiens, on va inventer une louve qui récupère la rosée contenue dans le vent. Grâce aux mamelles en fait, c'est ça qui sont des mamelons. C'est des bouteilles qui ont été synthétisées par des gars de Boston. Ils ont inventé des bouteilles avec une face hydrophile. T'as des contacts à Boston ? Ouais, ça fait un peu pompeux de dire ça. Pour le coup, non, on avait surtout des contacts à Paris qui connaissaient ces gars-là et qui nous avaient rencardés avec ces gens. Et d'imaginer, pour le coup, voilà, on utilise ces bouteilles d'eau, on les expose au vent, et elles se chargent d'humidité, et en fait, avec la condensation, elles arrivent à ruisseler, et on arrive à obtenir une quantité, je ne sais pas encore, d'eau qui charge les mamelles et dans lesquelles on peut boire. Ok, est-ce que la louve, elle pourrait marcher et du coup répandre de l'eau sur des terres arides par exemple ? Non, pas du tout, c'est un projet hyper ténu et hyper sensible et qui est vraiment un support d'imaginaire et de rêve et qui raconte une histoire surtout, beaucoup plus que dans une volonté de performance scientifique ou quoi que ce soit. C'est un rôle qu'on n'a pas du tout d'ailleurs. Nous on a, en tant qu'archi avec Guillaume, mais je vais te laisser parler, on est beaucoup plus raconteur d'histoire et essayer de stimuler des envies et de recherche, etc., plutôt que de répondre à des vraies exigences techniques, quoi. D'accord, mais peut-être que vous allez pouvoir construire une structure encore plus impressionnante que l'éléphant. Est-ce que vous oserez relever ce défi, Guillaume ? En fait, l'animal, pour moi, c'est un peu une première. Donc, c'était tiré du mythe de Romulus et Rémus, mais c'est pas du tout pour éditer. Je pense pas partir sur un autre animal après. Et quelle est votre plus belle histoire, alors l'œuvre qui vous a le plus transcendé ? Ce que vous avez fait de plus, qui vous a le plus marqué, le plus... Je sais pas, par exemple, il y a le bison peut-être, je sais pas. Ouais, après, en fait, je suis pas sûr qu'il y ait une sorte de hit parade dans les différentes aventures que l'on peut créer. Après, t'en as qui te marquent plus que d'autres parce que je sais pas, elles durent peut-être plus longtemps. Il y a une forme d'imprévu, quelque chose que j'aime beaucoup injecter dans les projets, quelque chose que tu maîtrises pas, qui parfois te raconte des belles histoires et d'autres qui, cette louve est justement l'occasion de dire que ça a été parfois difficile. On a eu plus de mauvaises nouvelles sur cet animal que sur certaines inventions préalables et précédentes. Mais le bison, ouais, ça m'a marqué
parce que c'était parti d'un projet innocent d'animal mécanique mobile à faire auprès des Ukrainiens, et la situation politique actuelle de ce pays a permis de le mettre en perspective historique, quelque chose qui était totalement imprévu. Donc oui, c'est quelque chose qui m'a marqué, mais des projets beaucoup plus sensibles et ténus me marqueraient d'une autre manière. Ouais, le bison, c'était un bison mécanisé fait à base de récupération de vélo, de bouts de toile de jute, de morceaux d'aluminium, etc., qu'on a aggloméré et qu'on a fait. Pour le coup, lui, c'était un projet qui avait quand même une fonction, c'était vraiment de pouvoir voyager et d'avaler des kilomètres dans un pays aussi grand que l'Ukraine. Donc il avait quand même une volonté d'être au moins performant techniquement, enfin performant en tout cas viable, quoi, on va dire. Plus que d'être dans un simple support d'imaginaire, un peu comme la Louve. Là, celui-là, il avait des exigences un peu plus mécaniques, mais c'était pas l'essentiel non plus. C'était lancer quelque chose un peu dans le hasard de la vie et le laisser après. Quelle est la symbolique du bison ? Il est né d'un groupe d'opposants biélorusses. En fait, depuis 1994, c'est un pays qui n'a jamais connu le même devenir que tous les pays de l'ex-Union soviétique qui ont pu après assumer leur propre destin. Lui, il a été immédiatement muselé par un président autocratique, autoritaire. Et j'avais rencontré des gars qui s'appelaient les Zoubres. Et Zoubres en russe, ça veut dire bison. Et ils étaient sous la bannière du bison parce que c'est un animal qui est inoffensif et caché dans les forêts, un peu comme ça a été leur cas à eux, mais pour le coup qui peut devenir agressif si vraiment il est acculé, on va dire, et c'était leur cas à eux. Et les ayant rencontrés, et été pas mal d'empathie pour eux, bien qu'on puisse être critique avec la volonté d'importer une démocratie dans un pays aussi compliqué que la Biélorussie. J'avais en tout cas eu envie de construire quelque chose en leur hommage parce qu'ils ont été malheureusement pour la plupart emprisonnés, et donc j'étais parti expérimenter cet hommage, mais en Ukraine, pas côté biélorusse, pour des raisons de sécurité, d'impossibilité d'agir dans ce pays de manière directe. Et après, en fait, par un hasard un peu des choses, de la Biélorussie et de la symbolique du bison, je suis passé à l'Ukraine, et avec les rencontres que j'ai pu faire, on a rencontré pas mal de gars qui nous parlaient de la situation politique de leur pays aussi, et qui parlaient déjà à l'époque de un peu cristallisation d'envie de mettre le pouvoir par terre, etc. Et ce qui s'est passé après l'année dernière, avec les conséquences qu'on connaît avec la guerre en Ukraine par la Russie, etc. Et où est le bison aujourd'hui ? Aujourd'hui, il est enterré dans une forêt. On avait en Ukraine ? Ouais, dans une forêt ukrainienne. Après le périple qu'on avait pu faire il y a quelques années, on l'avait enterré parce qu'on n'avait aucune volonté de le ramener avec nous en France. Ça n'aura aucun sens de le laisser en état de décrépitude. Non, c'était beaucoup plus beau de le laisser avec évidemment la volonté de se dire on va y retourner régulièrement, et éventuellement un jour on pourra passer de l'autre côté de la frontière ukrainienne, c'est-à-dire d'aller en Biélorussie pour rendre un hommage définitif à ces gars que j'avais connus. Mais le hasard de l'histoire a fait qu'en fait on est resté en Ukraine et qu'on va le déterrer régulièrement pour lui donner perpétuer sa vie, quoi. Ah ouais. Peut-être compliqué de le déterrer quand même, non ? Ouais, mais justement ça me fait beaucoup rigoler parce que beaucoup de gens disent déjà tu ne le retrouveras pas, alors que quand tu enterres quelque chose qui t'est cher, c'est exactement comme faire un gamin qui fait une carte au trésor. Si tu enterres quelque chose auquel tu tiens, nécessairement tu finis par le retrouver. Tu peux faire du géocaching comme ça. Comment ? Du géocaching, tu sais, tu mets des indices pour que les gens retrouvent le bison. Ouais, voilà, moi j'en mets pas là pour le coup, mais je pourrais te raconter tout un tas de choses pour que tu puisses le retrouver, ce qui serait assez amusant. Mais non, c'était une belle histoire, mais elle a une importance qui m'est chère. Mais on a fait des choses avec Cédric qui est ici, c'est d'autres projets qui ont d'autres exigences, d'autres histoires et qui sont tout aussi importantes. On entend la souris Bling Bling qui est en train de faire un véritable défilé sous les nefs. Venez la voir parce que ça vaut le coup. Il a un casque incroyable d'ailleurs, le chauffeur. Mais c'est dommage qu'elle fasse pas de la musique d'ailleurs, cette souris. Ce serait bien. Et ton histoire d'échasse, c'était quoi ? T'as voyagé sur des échasses, c'est ça ? Ouais, c'est parti d'une blague très potache, mais par contre ça a donné lieu à un très beau petit voyage aussi, assez modeste, mais assez plein de poésie aussi. J'avais un ami, on s'était retrouvés un soir autour d'un feu, et je lui avais dit tiens, tu sais ce que je vais faire ? Je vais traverser la Belgique et le Luxembourg à pied. Et il m'avait dit ah ouais, je t'accompagnerai pas, je mettrai pas le pied au Luxembourg. Et on est parti d'une phrase vraiment très littérale. Ah, tu veux pas mettre le pied, d'accord, mais on va le traverser sans y mettre le pied. C'est-à-dire qu'on va le traverser perché sur des échasses. Et alors on a inventé comme ça des petites échasses landaises que tu t'accroches, qui sont
vissés à tes mollets. Et là, on avait quoi, on gagnait 1m20 de hauteur, comme je crois, quelque chose un peu moins, peut-être un bon mètre. Et on s'est jeté dans une sorte d'aventure de se dire, tiens, on va partir de la frontière belge jusqu'à la frontière allemande en traversant un territoire pas très grand, une 60aine de kilomètres, à pied, sans mettre le pied par terre, c'est-à-dire dormir perché sur des hamacs, sur le toit des abribus, dormir dans des arbres, dormir sur les toits des voitures, etc. Et de se dire, voilà, ça change tellement le rapport à ton échelle urbaine et en fait tu vois la vie de manière tellement différente que tu as l'impression de traverser un pic que tu ne reverras jamais. Regarde pas les gens de haut quand même. Ah ouais, ça c'est une bonne chose. Non, en fait c'est plein d'empathie. Or, à l'inverse, il y avait comme des gars qui croisaient des gens là-bas, et c'était toujours une expérience assez riche parce que j'ai même le souvenir d'un gars hyper guindé, le crâne rasé, les binocles et tout, qui avait l'air d'être quelqu'un d'important et qui a arrêté sa voiture et qui a dit en nous regardant ah ouais, je crois que je me suis trompé de vie. Et je trouvais ça assez beau de me dire. Et il est pas venu dans l'aventure avec vous. Non, par contre il a repris sa bagnole et je pense qu'il a repris ses bonnes habitudes, mais c'était assez drôle de voir les réactions comme ça. Au moins qu'il jette, c'est qu'il balance cette phrase là, c'était assez joli. Au moins c'est qu'il n'était pas insensible à ça, quoi.